Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans Complément d'info. On va parler automobile aujourd'hui puisque le salon de l'auto de Bruxelles fermera ses portes demain. Un salon presque tout entier dédié à la voiture électrique et pour cause. Il y a cette perspective de l'année 2035 qui est là pas très loin puisqu'à cette date-là, toutes les voitures, toutes les camionnettes neuves vendues dans l'Union européenne devront être des véhicules, ce qu'on appelle zéro émission. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? On va en parler avec notre invité. C'est Damien Deroine que vous connaissez bien si vous êtes un fidèle de Mobilidé. C'est notre consultant Romax. Damien Deroine, bonjour. Bonjour Manu. Et Verviers-toi qui plus est. Ça fait plaisir de vous retrouver quelque part chez vous. Alors, vous êtes d'abord un passionné de l'automobile, Damien, et on rappellera pour nos téléspectateurs que vous avez travaillé dans de grands groupes automobiles, Mercedes et BMW notamment. Et puis en 2016, vous avez créé votre propre structure de consulting au service précisément du secteur automobile. Un beau parcours qui est d'abord le résultat d'une passion, je le disais. Ah oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours joué aux petites voitures sur la carpette. Donc, dans mon mémoire de fin d'études, j'ai directement pensé à faire un sujet automobile. Je l'ai fait d'ailleurs sur la Swatch mobile, avant que ça devienne la Smart. Et ça m'a permis de rentrer dans le secteur automobile chez des importateurs, l'un puis l'autre, et de vivre le lancement de la Smart, puis vivre le lancement de Mini, la relance de Smart dans les années... Justement, il y a à peu près 10 ans, au moment où cette marque allait s'électrifier, comme quoi le sujet est toujours d'actualité. Alors aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé, vous êtes consultant, vous êtes formateur également, vous donnez beaucoup de conférences à l'étranger notamment, avec une approche particulière sur la mobilité automobile d'aujourd'hui et de demain. Oui, un petit peu des sujets qu'on retrouve d'ailleurs dans le Mobility Studio, la chronique qui passe tous les mois dans Mobilidé. Oui, la mobilité du futur qui sera connectée, qui sera partagée, qui sera autonome et qui sera électrique. Et ces deux sujets-là, d'ailleurs, je l'ai même décliné en livre, en quoi les voitures autonomes vont changer notre vie. Et aujourd'hui, juste pendant le Salon de l'Auto, j'ai lancé Electric Gate, qui répond à non pas à une, mais à toutes les questions qu'on se pose sur la voiture électrique. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est écologique? Et est-ce que c'est l'avenir? On va en parler bien sûr ensemble. On va regarder un sujet sur le salon. Peut-être avant toute chose, ce salon, il ferme ses portes demain. Vous l'avez parcouru, reparcouru. Vous en pensez quoi de ce salon 100e édition ? Très, très, très positif. Peut-être un peu chauvin, parce que c'était chez nous. On en parlait juste avant l'émission. On a vu un mondial d'automobile... On ne citera pas le nom, mais enfin, si, c'était pas très loin de Bruxelles. C'est celui de Paris, on peut le dire. C'était celui de Paris qui était vraiment triste, déprimant. Et ici, effectivement, quasi toutes les marques étaient là. Peut-être moins de mètres carrés. Et là, nous sommes samedi, donc on n'a pas encore les chiffres de la clôture du salon, mais apparemment... Vraisemblablement, les 300 000 espérés vont être atteints. Oui. On va regarder un sujet ensemble sur ce salon, ce qui va nous permettre de débattre tous les deux dans un instant. Si vous avez l'intention de vous rendre au Salon de l'Auto sur le site de Brussels Expo, ne tardez pas, il ferme déjà ses portes ce dimanche. Après 2 éditions annulées pour les raisons que l'on sait, le Salon de l'Auto de Bruxelles faisait donc son grand retour, qui plus est pour sa 100e édition. Il n'a pas encore fermé ses portes, qu'il peut déjà être couronné de succès. À Bruxelles, c'est un salon majeur. J'allais dire, c'est presque le dernier salon majeur. Donc on est là, toutes les marques sont quasiment présentes. On est venu avec nos nouveautés. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est un endroit pour découvrir les voitures. On a de l'espace pour le faire, mais c'est aussi un salon qui engage notre réseau sur le plan commercial. Donc j'allais dire, c'est tout en un et c'est l'occasion réellement de faire un début d'année extrêmement performant commercialement et en termes de présence. Bruxelles, the place to be pour les constructeurs, ils sont tous là excepté Volvo, mais aussi pour les visiteurs qui sont venus en nombre. L'objectif avoué des organisateurs est d'atteindre la barre des 300 000 personnes. Toutes se posent la question de la motorisation à privilégier en cas d'achat d'un nouveau véhicule. Essence, diesel, hybride, électrique, hydrogène, avouez que le choix est cornélien. C'est l'occasion de venir découvrir comment la technologie a évolué, va évoluer et essayer d'affiner sa recherche en se disant ok, de quoi aujourd'hui j'ai besoin? Est-ce que c'est une voiture entièrement électrique? C'est une voiture hybride? C'est autre chose? Et ici, vous pouvez chercher des informations sans avoir cette pression un petit peu du vendeur qui pousse à l'achat. Il n'y a pas de vente sur le salon.
La voie de l'électrification semble devenue inéluctable, surtout dans la perspective de l'année 2035, qui obligera les constructeurs à ne plus vendre de nouvelles voitures à moteur thermique. Alors question, est-ce déjà la marche forcée du marché belge vers l'électrique ? L'électrique est certainement l'une des voies d'avenir, une des voies principales et majeures. Peut-être qu'il y aura d'autres technologies, mais en tout cas la voiture électrique permet à la fois d'offrir des voitures qui sont confortables, qui sont financièrement intéressantes également, en tout cas dans leur utilisation. Ce sont des voitures qui n'émettent pas de CO2 et donc c'est la seule technologie que nous avons actuellement pour remplir tous les critères d'une mobilité confortable, fluide et qui ne pèse pas trop sur l'environnement. En passant par le stand de Citroën, vous ne pourrez pas passer à côté. Loli est là. Peut-être même que vous croiserez son designer, le bastonniard Pierre Leclerc. Un concept, certes, mais qui préfigure, qui sait, ce que sera la voiture de demain. On n'a peut-être pas besoin de 800 km d'autonomie, de plus de batterie, donc plus de prix. Nous, on va à contre-courant de beaucoup d'autres marques automobiles. On dit voilà, vous allez peut-être faire seulement 400 km, on va limiter peut-être la vitesse de la voiture, mais on va essayer de mettre moins de batterie, ça va coûter moins cher. Nous, on a vraiment envie de vous amener dans quelques années des voitures électriques au prix des voitures à combustion aujourd'hui. Au milieu des premières mondiales et européennes, il y en a 13 au total. Mazda présente un modèle hybride rechargeable, le MX-30 REV, qui utilise un moteur rotatif comme générateur. Et si c'était cela, la meilleure alternative au moteur électrique ? Nous avons une longue tradition, comme vous le savez. On a eu les coupés de sport, on a eu notre succès au Mans, les 24 heures du Mans en 91 avec le moteur rotatif. Et le dernier modèle qu'on a commercialisé, c'était la RX-8, mais il y a déjà 10 ans. Mais ici, c'est vraiment une nouvelle génération de moteurs rotatifs. On a, par exemple, c'est à injection directe, on a élargi les segments. Il tourne en plus, il tourne à une vitesse constante. La vitesse la plus efficace, donc ça fait qu'il consomme peu et il ne fait pas de bruit, donc on roule avec cette voiture comme une voiture électrique et on ne sent même pas si quand le moteur se met en marche. Voiture électrique par-ci, voiture électrique par-là, mais il y a encore aussi des voitures thermiques et elles n'ont pas dit leur dernier mot. Alors Damien de Roanne, moteur thermique ou électrique ? Bientôt, la question ne se posera plus. Enfin, bientôt, c'est de 2035. Ça, on va vraiment la respecter, cette date de 2035 ? Je pense bien. Il y aura probablement des dérogations sur certains véhicules des toutes dernières générations. Se pose également la question des plug-in hybrides, donc les hybrides rechargeables. Ce sont des électriques, mais avec un moteur thermique. Est-ce qu'elles seront reconnues comme électriques ou thermiques ? Donc, je pense que cette deadline sera respectée pour une raison beaucoup plus simple. Il ne s'agira pas d'interdire ou pas quelque chose en vente. Ce sera la vente tout court. On le voit, on est en 2023 et on voit que tous les constructeurs proposent ou ne proposent plus que de l'électrique ou de l'électrifié. Il y a 3-4 ans, on parlait encore de normes Euro 7 au niveau des diesels. Malheureusement, les constructeurs s'en désengagent. Pourquoi ? Parce que développer un moteur, rien que le développement, il faut compter à peu près 2 milliards. Par les temps qui courent, c'est plutôt la course à l'électrification pour ne pas louper le coche, évidemment. Alors, ça vous inspire quoi, cette course à l'électrification ? Est-ce que ça ne donne pas un petit peu l'impression que c'est ça ou c'est rien ? Et on a un peu l'impression aussi que ce rien, on ne l'a pas encore assez exploré. L'électrique, oui, mais il n'y a pas que l'électrique, si ? Non, c'est vrai. Alors du coup, c'est intéressant de se pencher sur les alternatives. Les alternatives, c'est par exemple les biocarburants qui sont en fait des agrocarburants. Donc, au bout du compte, ils vont toujours faire tourner des moteurs thermiques. Donc, tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. L'Europe s'est mise comme objectif le zéro émission, le fameux Green Deal, donc zéro émission à l'horizon 2050. Donc, si on veut atteindre ça, les alternatives de moteurs thermiques, que ce soit du biocarburant ou des algues ou d'autres systèmes de carburant synthétique, vont malheureusement toujours alimenter des moteurs thermiques. Donc, à terme, ce n'est pas vraiment une solution. C'est peut-être une solution pour continuer à faire tourner les moteurs existants avec moins d'émissions de CO2, moins de particules, moins de NOx et autres. Donc ça, c'est une alternative. Une autre dont on parle beaucoup,
mais je vous dirais, il y a 25 ans, quand je faisais mon mémoire, on en parlait déjà. On était déjà dans le pré-lancement de l'hydrogène. Et force est de constater que 25 ans plus tard, on l'attend toujours. Oui, on était au Mondial de l'automobile de Paris et là, on a pu voir des véhicules qui circulent à l'hydrogène, des marques et non des moindres, même Opium, par exemple, une marque française qui va développer une voiture à l'hydrogène. On sent bien que quand on parle de l'hydrogène au pro-électrique, ça pose problème. Ça froisse un peu là, non ? Oui, c'est très possible et c'est très comparable parce que le défi de l'hydrogène, c'est un petit peu comme le défi de l'électrique. Pour que ça fonctionne, il faut des modèles, il faut qu'ils soient démocratiques, il faut pouvoir les remplir. Dans le cas de l'hydrogène, c'est faire le plein, c'est pas recharger. Il faut pouvoir faire de plein de l'hydrogène. Ce n'a d'intérêt que s'il s'agit d'hydrogène vert. Or, à aujourd'hui, rien que sur ce point-là, à aujourd'hui, 98% de l'hydrogène mondial est produit sur base de fossiles. Du charbon, du pétrole, du gaz, seulement 2% sur base de la fameuse électrolyse. Donc là, on pourrait dire que c'est plutôt vert, mais dans l'électrolyse, il y a à peine la moitié qui est fait vraiment avec de l'électricité verte. Donc on revient toujours au même problème, pareil pour l'électrique. Si nos voitures électriques roulent sur base de centrales au charbon, on se sent bien que ça ne résout pas le problème. Donc il faut également de l'électricité verte. Mais le bilan total, le défi total de l'hydrogène est énorme parce qu'il faut toutes les pièces du puzzle. Et aujourd'hui, on assiste à quoi ? Comme vous venez de le dire, 2-3 modèles, plutôt en général d'origine asiatique, parce que là, il y a déjà davantage de production d'hydrogène, de stockage d'hydrogène, de distribution d'hydrogène. Donc il y a toute une série de défis, donc je ne veux pas être négatif, mais clairement il y a des défis énormes à relever pour, au bout du compte, en plus de ça, c'est peut-être un peu technique, mais un rendement très faible. Ouais. Pour une unité d'énergie produite, on va récupérer que 25% à peu près. Alors on va revenir sur l'électrique parce qu'on a bien compris qu'il s'imposait à nous. C'est quoi l'avantage de l'électrique en matière de mobilité, de voiture électrique ? Quel avantage par rapport à vous ? Une voiture à moteur thermique, oublions l'hydrogène pour le moment. C'est quoi l'avantage de l'électrique ? Il se situe sur toute une série de plans économiques, alors qu'on va dire que les voitures électriques sont plus chères, écologiques, et à partir du moment où on résout le problème pratique en donnant aux gens la possibilité de se recharger à la fois chez eux, au travail, et surtout leurs déplacements et sur les aires d'autoroute, on écarte le problème pratique. Donc, parmi les griefs qu'on colle à la voiture électrique, il y a notamment le fait qu'elle est chère à l'achat. Oui. Mais, et c'est ce que j'enseigne à tous les vendeurs automobiles, à l'attention de leurs clients, même pour des clients particuliers, ça doit toujours se regarder sur l'ensemble, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership, ou coût total d'utilisation. Il n'y a pas que l'achat. Donc, à l'achat, évidemment, c'est toujours plus cher que la même en thermique. Mais dès que vous roulez, vous commencez à économiser en taxes de mise en circulation, en taxes annuelles, en assurance, en énergie, évidemment, en usure, réparation, jusqu'à la revente, puisque, comme elles sont chères à l'achat, en neuf, il commence à se créer un marché de l'occasion. Ceci dit, l'électricité en elle-même coûte cher. On s'en rend bien compte dans nos maisons. Alors, comment est-ce qu'on peut prôner à ce point l'électrique en sachant ce qu'elle coûte chez soi ? Alors, chez soi, non, mais tout dépend de la manière dont on va recharger. Donc, avec l'augmentation du prix de l'électricité, ça a fait le buzz. Il y a beaucoup de bad buzz autour de l'électrique, pour le coup. Et c'est vrai que quelqu'un qui se rechargerait uniquement sur des bornes extérieures de courant continu, c'est les fameux fast chargers qui permettent de se recharger en quelques minutes. Là, le kilowattheure fait que 100 km seront quasi au même prix que 100 km réalisés en essence ou en diesel. D'accord. Mais dès que vous chargez de manière domestique, au boulot, chez soi, sans forcément avoir de photovoltaïque, sans forcément avoir de compteur bi-horaire, on va tourner aux alentours de, pour donner des chiffres, ce sera plus ou moins 5 € pour réaliser 100 km, là où un véhicule thermique, aujourd'hui, on sera aux alentours toujours de 15 € les 100 km, puisque effectivement l'électricité a augmenté depuis la crise, mais le carburant également. Alors, vous répondez à pas mal de questions dans votre livre Electric Gate. Faut-il diaboliser la voiture électrique ? En tout cas, vous posez la question. Dans ce livre, ce sont des questions que monsieur et madame tout le monde se posent sur la voiture électrique, et notamment son autonomie. Alors c'est vrai que pour tester pas mal de voitures électriques aujourd'hui, certaines ont des capacités très grandes, jusqu'à 600-650 km d'autonomie, d'autres beaucoup moins. Ça fait partie du stress du conducteur. On lui dit quoi alors au moment de l'achat de sa voiture ? Que doit-il acheter comme voiture ?
Ça se passe effectivement plutôt avant l'achat. Donc tous les vendeurs, que ce soit pour des particuliers de sociétés, font ce qu'on appelle une analyse des besoins. C'est-à-dire, avant c'était assez facile, on vous demandait combien de kilomètres vous faites par an. Aujourd'hui c'est différent, c'est quel type de kilomètres vous réalisez au quotidien, quelles sont les possibilités de recharge, est-ce que vous habitez dans un logement qu'il y a ou qu'il n'y a pas, au boulot, etc. etc. Mais les chiffres sont qu'en Belgique, en moyenne, le Belge réalise moins de 50 km par jour lorsqu'il habite en dehors des villes, et dans les villes, c'est carrément 10 km par jour. En d'autres termes, pour 80% de la population, l'autonomie d'une fameuse plug-in hybride, donc une hybride rechargeable, avec les toutes petites batteries, qui parfois font sourire, serait suffisante pour la journée, mais pour autant, bien évidemment, qu'il puisse recharger le soir. Pour les plus longues distances, on a à peu près 5% de la population qui est des représentants de commerce, des gens qui sont beaucoup sur la route. Et bien là, on a un réseau qui est en train de se construire de bornes rapides. Donc, lorsqu'on interroge les conducteurs existants, très souvent, ce problème a été écarté. Un exercice que je m'amuse à faire d'ailleurs en formation avec les vendeurs, c'est de partir en vacances. Il prend une destination, le fameux sud de la France, ou le Portugal ou autre, et bien sur une distance d'à peu près 1500 km, porte à porte, on aura mis à peu près seulement 2 heures de plus qu'en mode thermique. Et vu qu'en général, le sud de la France ou le Portugal, on n'y part pas pour une semaine, que ce soit avec une thermique ou avec une électrique, c'est un problème qu'on peut assez facilement écarter, sachant que les vacances, c'est par définition quelques semaines par an. Encore faut-il qu'il y ait ces fameuses bornes de recharge sur son parcours. Alors là, c'est une autre crainte aujourd'hui des conducteurs ou des futurs conducteurs de l'électrique. Aurais-je la possibilité de recharger ma voiture si je ne suis pas chez moi? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'on force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le réseau de bornes de recharge est totalement insuffisant. Mais il est peu visible, en fait. Alors, première chose, on remarque que les gens qui roulent en électrique aujourd'hui se rechargent à 95% chez eux ou à leur bureau, d'un environnement certain où ils peuvent, un peu comme avec nos téléphones, chaque fois que j'arrive quelque part, je peux recharger. Donc, ça, c'est pour 95%. Mais il faut encore résoudre le problème de je pars en dehors de ma zone de confort. Il y a en Belgique déjà pour l'instant plus de 10 000 bornes de recharge. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas visibles. Et c'est pour ça qu'à l'inverse des stations de carburant qui clignotent, qu'on voit de loin dans la nuit, ce sont surtout des applications qu'on doit utiliser. Non seulement le GPS de la voiture, mais des applications. Souvent, il y a l'application du constructeur, donc on a directement ça sur son téléphone. Il y a des applications connues comme ABRP ou ChargeMap qui sont bien utilisées et qui permettent directement de savoir, tiens, il y en avait une au bout de ma rue, je n'étais pas au courant, parce qu'elle ne clignote pas dans la nuit. Donc, il y a des bornes, pour de nouveau donner quelques chiffres, plus ou moins 10 000 bornes publiques accessibles à tout le monde en Belgique pour l'instant, par rapport à 3 500 stations de carburant, par rapport à 6 stations hydrogène. Alors oui, on en revient à l'hydrogène. Il y en a une d'ailleurs qui est en projet pas très loin de chez nous, du côté de Herve. Ouais. La date est chaque fois un tout petit peu postposée, mais ça devrait être dans le courant de 2023. Autre sujet intéressant, c'est les avantages fiscaux que pourrait représenter de rouler en électrique. Quels sont-ils? Les avantages fiscaux, ils sont pour tout ce qui est entreprise, c'est-à-dire qu'on soit salarié, on aura un ATN, donc une imposition la plus faible par rapport à son salaire. Et pour les entreprises, sont à aujourd'hui et d'ici l'été 2023, ce seront encore les seuls qui pourront bénéficier d'un avantage fiscal de 100% de déductibilité. Donc, et pour les particuliers, qu'est-ce qu'il y a en Belgique? Il y a la partie taxation seulement malheureusement, taxe de mise en circulation, taxe de roulage, quelle que soit la région d'ailleurs. Malheureusement, la Belgique fait exception à la règle au niveau des primes. Nous sommes, à ma connaissance, un des seuls pays européens à ne proposer aucune prime pour les particuliers. Prenez un exemple, 8 000 € au Luxembourg, 6 000 € en France. Si on prend toujours le benchmark, qui sont les pays scandinaves comme la Norvège, là, on a pléthore d'avantages sur le parking, sur les recharges, à l'achat, à l'utilisation. Des pénalités pour ceux qui roulent au thermique. Résultat des courses, là-bas, 80% des ventes sont déjà électriques. Oui, c'est interpellant ce que vous dites, parce qu'on est en train d'inciter les gens à acheter un véhicule électrique, mais on ne l'aide pas, un temps soit peu, avec une prime pour l'acquérir. Oui, tout à fait. Et résultat des courses, on a aujourd'hui en Belgique plus de 85% des ventes qui sont en société, parce que forcément, là, il y a tous les avantages fiscaux, ce qui est très 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 bien. Malheureusement, absolument rien pour les particuliers. Alors, question très pratique, Damien de Roanne.
Je dois acheter une voiture aujourd'hui. Quel conseil donnez-vous à ce futur acheteur? Vers quel modèle, vers quelle motorisation doit-il se diriger? Il doit bien se faire accompagner déjà, parce que les sites internet ne permettent pas de répondre à toutes les questions. Et comme je disais un petit peu juste avant, ça dépendra d'une bonne analyse de besoins, c'est-à-dire quelle est votre situation familiale ou la situation de votre société, qui y a dans le ménage, qui y a dans l'entreprise, où vous habitez, quels sont les trajets que vous faites vraiment au quotidien. Et très souvent, cela permet par soi-même de se rendre compte que, tiens, je pensais que je roulais beaucoup plus que cela, mais je fais essentiellement des petits trajets, comme je disais, pour 80% des gens. Et donc, par exemple, il n'est pas toujours nécessaire d'installer les fameuses wallbox, ou de changer son installation électrique, car sur ce point-là, quasi toutes les voitures ont la capacité de se recharger sur une simple prise de monophasé, donc une petite installation. C'est clair que ce sera toujours beaucoup plus confortable, également un peu plus sécurisant par rapport aux surcharges thermiques et donc risque d'incendie, d'avoir une jolie borne connectée ou autre. Donc, impossible de répondre à une question sans connaître le profil total de la personne. Oui, tout à fait. En tout cas, une des conclusions que l'on peut retenir, c'est que la voiture électrique n'aura d'utilité au quotidien pour son utilisateur que s'il a la possibilité de la recharger chez soi et sur son lieu de travail. Oui, tout à fait. C'est indispensable. Vous avez rédigé un livre également, Damien de Rohan, avant Electric Gate, sur la voiture autonome. Cette voiture autonome verra-t-elle le jour? La verra-t-on un jour sur nos routes? Oui, et d'ailleurs c'est le cas. Donc j'ai écrit ceci à l'époque, c'était en 2019, et je l'annonçais pour 2022. Ça peut sembler présomptueux, mais elle existe, sauf que ce n'est pas ici, aux États-Unis. Si vous allez à San Francisco, par exemple, ou encore mieux à Phoenix, elle roule déjà, et on ne parle pas de 2-3 voitures, en tout, parce qu'il y a un leader mondial qui est Waymo. Waymo, c'est une filiale de Google, donc une des fameuses GAFA. Et sur d'autres continents, pareil en Asie, avec d'autres partenaires, évidemment, d'autres acteurs, on a déjà aujourd'hui plusieurs milliers de voitures qui roulent au quotidien, avec des clients forcément à bord, qui montent à bord de voitures autonomes sans chauffeur, ça paraît invraisemblable ici, et qui, du coup, ont déjà changé leur mentalité. Ils ont parfois revendu déjà leur voiture, et la voiture autonome fait partie de leur mobilité au quotidien. Ils l'appellent via un smartphone, ils montent à bord, ils préfèrent ça à tout le reste, y compris à un taxi, moins cher, pas obligé de parler au taximan. J'ai lu ça comme commentaire, c'était assez choquant. Donc, on voit qu'il y a déjà, c'est déjà un changement qui est opérant aujourd'hui. Et là, un petit peu comme pour l'électrique, on doit se poser la question où se situe l'Europe, puisque la même voiture autonome a fait la une dans la presse il y a une semaine, parce que les gens se demandaient, tiens, c'est quoi cet ovni qu'on vient de voir passer, puisque ces voitures font en fait des tests en permanence, elles apprennent à conduire sur tous les terrains. Donc c'est déjà une réalité, ça va forcément arriver en Europe. Espérons que nous serons des acteurs et que nous n'allons pas subir les voitures autonomes qui viendront d'autres continents. J'en reviens, et à la limite, je m'adresse au Damien de Rohan, futur ministre de la Mobilité, qu'il ne sera peut-être pas, mais si vous l'étiez, la première décision que vous prendriez pour améliorer la mobilité de demain, quelle serait-elle ? C'est d'anticiper tout ce dont on aura besoin pour la fameuse multimodalité. Parce que je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que l'avenir, d'ailleurs la voiture électrique, n'est pas la solution à tout. Non, la voiture n'est pas la solution à tout. L'avenir, quand vous parlez, d'ailleurs on le voit dans tous les reportages Mobility Studio, je demande comment voyez-vous la mobilité de demain, on arrive toujours sur cette fameuse multimodalité, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer d'un point A à un point B en passant par tout un maillage de trottinettes, vélos, transports en commun, voitures, taxis, etc., etc. Et pour arriver à ça, pour arriver à Mobility as a Service, c'est-à-dire à tous ces maillages, il faut investir dans les différents maillons et pas uniquement dans la voiture ou pas uniquement dans les transports en commun ou pas uniquement dans les trottinettes électriques, mais faire en sorte que pour toute une série de déplacements, la majorité des déplacements, on ait l'offre qui répond, pas simplement les applications de mobilité multimodalité. Oui, certains constructeurs l'ont bien compris, ils ne se contentent plus de vendre des voitures, on voit maintenant même des grands groupes proposer des vélos. C'est tout à fait nouveau, on n'aurait jamais pensé ça il y a 10 ans. Absolument, investir également dans les transports en commun, le groupe Daimler par exemple, qui a également investi dans Volocopter, qui sont des drones humains, donc vraiment la mobilité sur tous ces aspects, mais également dans les airs.
Vous la voyez comment? Et si je vous pose à vous la question, Damien de Rohan, la mobilité du futur, vous la voyez comment? Dans le meilleur des mondes, hein. De nouveau, ça dépend à quel horizon, à quel endroit. Je pense effectivement, à terme, j'espère qu'on arrivera comme dans certains pays scandinaves où MaaS existe déjà, donc il est déjà, pour pas mal d'habitants d'Oslo, par exemple, leur outil de mobilité n'est plus des clés de voiture, c'est une application qui permet alors d'avoir accès à tous ces services. Oui, Oslo, c'est un peu la ville référence en matière de mobilité électrique, en l'occurrence. Oui. Il y a plus de bornes à Oslo qu'à Paris, c'est oui. tout à fait étonnant, mais c'est vraiment le cas. C'est l'exemple à suivre. C'est un des exemples à suivre. Au plus on va dans le nord, on ne doit pas aller si loin. La Hollande est déjà aussi un benchmark au niveau du nombre de bornes électriques. D'ailleurs, il suffit de regarder une carte d'Europe. Quand elles sont mises en couleur, on a l'impression que la Hollande est orange fluo. Peut-être référence à autre chose. La Suède, la Norvège également. Et sur les voitures électriques, comme on disait, on en parlait juste avant, plus de 85% des ventes aujourd'hui sont déjà électriques. Merci en tout cas Damien de Rohan. Je rappelle votre livre Electric Gate. Et sinon, on vous retrouve dans quelques jours dans Mobilidé avec la séquence du Mobility Studio. Merci Damien de Rohan, excellent week-end. Merci beaucoup, à très bientôt. À vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end également. L'info revient, mais elle sera sportive. Celle-là ce dimanche à 20h avec Vision Sport. Merci de nous suivre. À très bientôt.